Bonjour à tous, bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. On va découvrir avec vous quelques-uns des secrets de la Maison Blanche, ceux qu'on croyait inviolables et dont vous montrez dans le livre que c'est plutôt une passoire. D'abord, ces secrets, comment vous les avez trouvés ? On les trouve en fouillant. Et la première mine, ce sont ce qu'on appelle les bibliothèques présidentielles, puisque chaque président collecte ou fait collecter tous les documents qui ont un rapport avec sa présidence pendant le temps de sa présidence. Et ensuite, il y a dans ces bibliothèques présidentielles... Ça reste pas au fond d'un tiroir. Ça reste beaucoup au fond d'un tiroir. Et notamment les fameuses bandes enregistrées qui ne datent pas que de l'époque de Nixon, elles datent de Roosevelt. Il est le premier à avoir utilisé des enregistrements dans le bureau ovale. Et ces enregistrements avaient été réellement oubliés depuis très très longtemps dans sa bibliothèque présidentielle. Petit à petit, les documents sont déclassifiés, numérisés, et on peut aussi trouver dans les grandes bibliothèques universitaires aussi les notes des conseillers, les petits mots écrits à la main par les présidents, tout un tas de trésors pour les historiens. Alors on va commencer par une histoire qui est longtemps restée inconnue. Au moment où Obama a décidé d'éliminer Ben Laden, il a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité. Et le sujet principal de son hésitation, c'était est-ce que cet homme que personne n'avait vu, juste entreaperçu par satellite, dont on n'avait jamais vu le visage, qui prenait énormément de précautions à l'intérieur de ce compound fermé au Pakistan, près d'une station militaire en plus de ça, est-ce que cet homme-là était vraiment Ben Laden? Ce qui l'avait fait repérer, c'était au fond l'excès de précautions dont il s'entourait avec sa famille, ou en tout cas avec ses proches. Et Obama hésite. Et Obama hésite parce que personne ne lui dit, sauf il y a une femme qui est devenue depuis le héros d'un film, qui lui dit « moi je suis sûre à 100%». Tous les autres disent 70%, 60%. Et à l'arrivée, il y a un homme seul qui prend la décision. Seul, c'est Obama, et qui le matin dit « it's a go, on y va ». Alors ça nous ramène à l'actualité. Les Américains ont lancé une nouvelle guerre au Proche-Orient contre l'État islamique. Le problème, c'est que ces guerres au Proche-Orient, ils les ont toutes perdues. C'est toujours mal terminé. Ça, c'est toujours mal terminé, probablement parce qu'elles sont ingagnables et que le meilleur résultat qu'on puisse obtenir, c'est de limiter les dégâts. Mais prenons l'Irak, par exemple. Ils ont fait la guerre, ils sont partis, ils ont laissé la pagaille. Et on leur a tout reproché. On leur a reproché de faire cette guerre. Ils n'ont pas fait le boulot, comme on dit là-bas. On leur a d'autant plus reproché que ça s'est fait sur des bases qui n'étaient pas droites, qui étaient en partie, en tout cas, malhonnêtes. Et Obama avait été élu pour terminer cette guerre, mais il aurait voulu laisser des troupes en arrière, pas une grande quantité, mais des bases certainement. Ça a été absolument refusé par le gouvernement irakien. Obama est parti et finalement le résultat est pire. Alors on passe à une autre affaire, l'affaire Clinton-Lewinsky. Et là on s'aperçoit que Clinton a vraiment été victime d'un complot de l'extrême droite. Mais bien sûr, parce que, bon, on s'en souvient vaguement, mais enfin, il n'y avait pas matière à fouetter un chat et certainement pas à destituer un président. Il y avait certes matière à une crise conjugale, peut-être un divorce, mais toutes choses qui se passent devant des tribunaux civils. Et vraiment, cette incartade présidentielle a servi d'appât, en quelque sorte, à toute une organisation très importante de militants d'extrême droite qui voulaient destituer le président et qui ont utilisé toutes les ressources de la justice qui parfois sert de mauvaise cause et ne sert pas la cause de la vérité ou de l'intérêt général ou même de la culpabilité réelle d'un homme ou d'une femme pour le destituer. Et ce qu'il y a de rassurant dans cette époque-là, c'était que pendant toute cette affaire gigantesque, planétaire, d'humiliation invraisemblable, il y avait à peu près 66% des Américains qui n'étaient pas tous démocrates, bien loin de là, qui disaient non, le président ne doit pas être destitué. Donc les Américains sont un peu moins fous qu'on le veut nous faire croire parfois. Votre révélation du livre, entre Reagan et Jean-Paul II, il y a eu un véritable complot monté pour renverser le bloc de l'Est. C'est une histoire absolument extraordinaire. Extraordinaire, que moi j'aime particulièrement, parce que vous savez, comme on est tous dans notre rigueur de journalistes ou d'historiens à essayer sans arrêt de démonter la théorie du complot, qui voit des dirigeants malfaisants partout et occultes,
Dans l'affaire de Solidarność, de la Pologne et de cette entente entre Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II, il y a un complot. Il y a la main de la CIA et du Vatican, sans arrêt, un complot que moi je considère pour une bonne cause, absolument. Ils travaillent main dans la main. Ronald Reagan est arrivé à la Maison-Blanche en se disant « Moi j'ai une stratégie sur la guerre froide, ils perdent, on gagne ». Et il l'a fait, il l'a tenu. Et Jean-Paul II, qui était polonais d'origine en tout cas, et qui était très proche évidemment de l'Église polonaise, donc de Solidarność, le syndicat anti-soviétique de l'époque, a offert ses services à Reagan en fait. Et les deux services, parce qu'il y a un bon service secret au Vatican aussi, la CIA ont agi ensemble pour soutenir, coordonner, fournir du matériel, notamment, ce n'est pas encore informatique, mais en tout cas du matériel quand même d'information, de communication aux agents de Solidarność. Kennedy, première information, c'était un obsédé des micros. Il en mettait partout. Oui, pas que des micros, mais aussi des micros. En tout cas, beaucoup plus qu'aucun avant lui, un peu moins peut-être que Richard Nixon. Il a fait placer des écoutes. Non seulement il écoutait à l'extérieur, beaucoup de gens par écoute téléphonique, mais à la Maison Blanche même, il a fait placer des micros dans les lampes, sous les canapés, sous les tables, dans les salles de réunion, ce qui lui permettait notamment pendant la fameuse crise de Cuba d'écouter ce que disaient les militaires quand ils sortaient lui-même de la salle. Justement, à propos de la crise des missiles soviétiques installés à Cuba, on apprend dans le livre qu'on a vraiment frôlé l'apocalypse. Beaucoup plus que nos parents ne l'ont pensé à l'époque. C'est ce que nous avait appris Arthur Schlesinger, que l'on connaissait et qui était un très proche de Kennedy, qui travaillait à la Maison-Blanche. Lui-même l'a appris non pas en 62, mais en 92, après la chute de l'Union soviétique. Il s'est réuni avec les anciens combattants, avec le général russe de l'époque, avec McNamara qui était à la défense alors à la Maison-Blanche. Et ils ont appris qu'à Cuba, il n'y avait pas simplement des rampes de lancement qui allaient accueillir des têtes nucléaires soviétiques, ce que les Américains ont réussi à stopper. Non, il y avait sur place déjà dans l'île des armes nucléaires tactiques que les Cubains et les Soviétiques qui étaient là, 40 000 Soviétiques, avaient ordre d'utiliser si jamais les Américains envahissaient l'île. Ils ont été tout près d'envahir l'île. Là, il y aurait eu des détonations nucléaires, obligation pour les États-Unis de riposter. On est passé très près d'une guerre nucléaire, pour ne pas dire d'un anéantissement. Alors on termine avec un siècle plus tôt, avec le président Lincoln, qui est aujourd'hui presque un saint. Oui. C'est lui qui a aboli l'esclavage. Et pourtant, les esclaves, au départ, ils voulaient plutôt les flanquer à la porte. Exactement. Personnage très complexe que Lincoln. Il est entré en guerre, la fameuse guerre de sécession, absolument pas pour abolir l'esclavage, mais pour préserver l'union des États-Unis. Il considérait que l'esclavage était mal, moralement, mais que ce n'était pas du tout sa responsabilité de l'abolir. Et il considérait également, il était raciste, comme tous les gens de son époque d'ailleurs, que les Noirs n'avaient pas leur place aux États-Unis, qu'ils étaient la cause de la guerre et qu'il faudrait donc qu'ils soient libérés, puis qu'ils partent tous vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, mais en tout cas qu'ils quittent les États-Unis. Donc il était un peu moins sain que sa légende ne nous laisse croire. Merci. Merci à vous.